politique. Philippe Blaise, rebonsoir. Rebonsoir. Alors je le disais, vous êtes le président du MRC. On va revenir sur le positionnement de votre parti politique. Tout d'abord, une ou deux questions d'actualité. On rentre dans une semaine forte avec la venue du président de la République dimanche prochain en Calédonie. Quelle est votre perception de cette venue à vous ? Écoutez, c'est une visite de courtoisie qui se fait en marge du G20 à Brisbane. Donc je crois que ce n'est pas une venue spécifique à la Calédonie. C'est bien que le président de la République vienne nous voir parce que ça va lui permettre de prendre la mesure de la réalité sociale calédonienne. Moi je compte l'accueillir comme l'ensemble des élus du Congrès de façon très républicaine parce que même si on n'est pas de son parti, ça reste le plus haut personnage de la République. Il vient dans un contexte particulier. Il y a eu, on va dire, un couac, entre guillemets. L'UC boycotte le comité des signataires, il va chercher l'ONU. Vous avez l'impression qu'il vient recoller un peu les morceaux ou pas ? Je ne sais pas, mais bon, ce que je peux dire, c'est que pour avoir participé dans l'équipe technique de l'UCF au comité des signataires, on a eu le sentiment d'avoir en face de nous des interlocuteurs de l'État qui étaient vraiment dans une volonté de neutralité. Je crois qu'il ne faut pas prêter l'oreille à ces rumeurs de complot. Il n'y a pas de complot de l'État socialiste. Les socialistes ont d'autres problèmes à régler plus graves. Simplement, effectivement, il y a eu un gros couac de la part de l'Élysée parce que ce qui a été important dans ce comité des signataires, c'était le boycott de l'Union canadienne qui a fait du chantage, qui est allé à l'ONU, qui a quand même craché sur la France en l'accusant de violer les droits de l'homme, de violer l'accord de Nouméa. Et ça a été une réelle maladresse de la part de la présidence de les accueillir. Donc c'est bien qu'ils viennent et qu'on puisse leur montrer qu'en Calédonie, l'UC n'est qu'une voix parmi d'autres. Alors qu'allez-vous lui dire, vous, au président de la République, quand vous allez le recevoir ou quand il va vous recevoir ? Est-ce qu'il y a un message particulier ? Je dirais ce qu'on a déjà dit à Georges Paul-Langevin, la ministre de l'Outre-mer, ce qu'on a déjà dit à la commission des lois du Sénat menée par M. Sueur et Mme Tasca. Nous, nos positions, elles sont simples. On veut que la Calédonie que l'État applique loyalement l'accord de Nouméa, qu'on laisse les Calédoniens choisir librement leur avenir, qu'on souhaite être dans la République. Et puis il y a des positions peut-être plus politiques, qui sont notamment à l'UCF l'article 27, on y est opposé. Donc on réaffirmera cette opposition à ce transfert qui est pour nous totalement optionnel. Il va y avoir une marche lors de sa venue. Votre position par rapport à cette marche ? Alors sur cette question, mon mouvement, le MRC, a fait un communiqué pour dire que nous n'irions pas. Tout simplement parce que pour moi, cette marche n'a de sens que si elle est bleu, blanc, rouge. Cela étant, pour en avoir discuté avec... Vous craignez qu'il y ait des drapeaux du FLNKS, et c'est ce qui vous fait refuser de marcher dans... Disons que je n'ai pas eu de réponse claire aux questions que j'ai posées, tout simplement. Donc j'en ai parlé avec Galliano et avec Isabelle Lafleur. On s'est mis d'accord sur le fait que les membres de l'UCF, les composantes, seraient tout à fait libres de faire ce qu'elles jugent opportun. Donc moi, j'ai ma position, je respecte celle de mes camarades de l'UCF, et je ne souhaite pas spécialement polémiquer sur le sujet. Pourtant, le LND de Simon Louécotte dit, je cite, « montrer la détermination et l'attachement aux valeurs de la République, il faut marcher ». Vous êtes un parti républicain, le mouvement républicain calédonien. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à prouver en matière de combat pour la République, parce que je voudrais quand même rappeler que j'étais du combat contre le gel du corps électoral, je me suis battu contre le double drapeau, donc on connaît mon parcours. Simplement, ma sensibilité fait que je n'ai pas envie de participer à cet événement. Ça ne veut pas dire que je ne me bats pas encore et toujours pour la Calédonie dans la France. On va venir sur votre positionnement et vos idées politiques. La semaine écoulée a donné l'occasion d'une passe d'armes, enfin d'une suite par rapport à la commission Prony-Perdon. On vous a entendu sur ce sujet. Elle est indispensable ou pas, cette commission, selon vous ? Alors moi je suis l'un des 4 coprésidents de cette commission qui est multipartite. Cette commission elle est tout à fait indispensable. Il faut rappeler que c'est Cynthia Lijard qui l'a demandé suite aux accusations qui ont été portées contre elle par Philippe Michel. Donc il s'agit d'auditionner les différents protagonistes de cette affaire pour faire émerger la vérité. C'est vrai que ça a commencé de façon un petit peu violente avec des accusations de faux. En tout cas, la dernière session qui s'est passée vendredi dernier, que j'ai présidée, c'est très bien passé. M. Tremblay est revenu. On a eu 4h30 de discussion, de débat, que j'ai souhaité le plus équitable possible entre les deux parties en présence. Et donc on avance un peu dans le dossier, sachant que la vérité sera évidemment très complexe. Est-ce que la transparence doit être de mise ? Elle est absolument nécessaire. Et c'est l'un des engagements que nous portons, nous, MRC, que nous portons au travers de l'UCF. Et vous savez, on est dans une période, tout le monde le sait, budgétairement très difficile. On sait qu'on ne pourra pas régler ces problèmes uniquement par de nouvelles taxes, qu'il va falloir serrer la ceinture, faire des économies. Et en ce sens, moi, je suis tout à fait en phase avec ce que dit Thierry Corneille.
Et on ne peut pas faire ce travail de contrôle des dépenses publiques s'il n'y a pas au départ la transparence la plus complète sur la façon dont on gère l'argent public. Je sens que dans cette mandature, on va dans ce sens. En tout cas, moi, je l'accompagnerai. Alors on en vient à votre parti, le MRC, qui est une des composantes, vous l'avez dit, de l'UCF. Votre positionnement, est-ce qu'on peut dire que c'est un parti classique ou pas, votre parti? On est une formation petite, récente, mais nous sommes l'un des 3 cofondateurs de l'Union pour la Calédonie dans la France. Donc moi je revendique cette qualité. À ce titre, je discute avec nos partenaires Isabelle Lafleur, Galliano, Sonia Baquès de la stratégie de l'Union. Effectivement, il y a une petite différence avec les partis classiques dans le sens où les partis classiques ont une longue expérience au pouvoir, sont souvent avec des staffs qui ont fait carrière dans la politique. Les gens qui composent le MRC sont des citoyens qui ont considéré gérer un syndicat de citoyens parce qu'ils avaient envie de ne plus subir les choses, mais d'être porteurs des valeurs qu'ils souhaitaient défendre au niveau de la Calédonie. Mais vous n'avez pas de divergence avec Galliano ou Isabelle Lafleur sur des points particuliers? Le drapeau, par exemple, c'est quelque chose qui vous rassemble ou pas? Écoutez, quand on a décidé de travailler ensemble, on a commencé par faire un travail très simple qui est d'écrire sur un papier quelles étaient les valeurs communes. C'est ce qu'on appelle le socle commun de l'Union pour la Calédonie dans la France. Dans ce socle commun, vous avez la volonté de rester dans la République, vous avez le non-transfert de l'article 27, vous avez le respect de la propriété privée, le fait que les Calédoniens doivent choisir librement l'avenir qu'ils veulent pour ce pays, et il y a effectivement la recherche d'un drapeau commun. C'est un point que nous avons souhaité mettre en avant. Après, ce qui fait la force de l'Union, c'est la diversité. C'est-à-dire que nous avons nos nuances, nous avons nos différences. Le MRC a son identité, le RPC a son identité, le MPC a la sienne, et on se nourrit de cette émulation interne. Ce que je sais, en revanche, c'est que sur l'essentiel, sur le fait de vouloir rester français dans la République, nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde, et c'est pour ça que j'ai plaisir à être dans l'Union pour la Calédonie dans la France. Et la place de l'État, son autorité, selon vous, est-elle assez affirmée aujourd'hui? Ou bien, quand on voit des dossiers, bon, on peut parler de l'insécurité, de sujets comme celui-là, comment vous percevez la place de l'État aujourd'hui? C'est vrai que la Calédonie est un peu une exception dans la République parce qu'elle a acquis des compétences de plus en plus élargies. Aujourd'hui, il reste les compétences d'article 27 que nous ne souhaitons pas avoir transférées parce que nous estimons que ça serait un aller simple vers la République bananière, pour être très clair. Il y a les compétences régaliennes et parfois l'État a du mal à se positionner. Vous le dites très bien, sur des questions comme la sécurité, qui est une vraie préoccupation des Calédoniens, il faut que l'État assume pleinement sa responsabilité, et notamment sur la question de Saint-Louis. Donc moi, je suis partisan d'un État qui soit fort, d'un État qui assume totalement sa compétence, parce que personne ne le fera à sa place. Et les corps électoraux? Le corps électoral. Écoutez, le corps électoral, c'était un des sujets qui était abordé au comité des signataires, puisque c'est le cœur de la raison pour laquelle l'UC a boycotté ce comité. Ce que je voudrais expliquer aux Calédoniens qui nous regardent ce soir, c'est que ce prétexte qu'utilise l'UC, c'est un prétexte qui est fallacieux, pour une raison très simple. C'est qu'on parle là d'organiser le référendum qui doit survenir avant 2018. Il faut savoir que le corps électoral pour le référendum, c'est l'article 218, n'est pas le même que le corps électoral au provincial, l'article 188. Par exemple, tous les Kanaks, parce qu'ils ont été à un moment de leur vie de statut civil coutumier, auront le droit de voter, ce qui n'est pas le cas des non-Kanaks. Donc on estime, nous, que dans cette affaire, le camp indépendantiste bénéficient d'un avantage. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils voudraient conditionner la préparation du référendum au règlement de la question du doute qu'ils ont sur le corps provincial. Mais ça n'a rien à voir, parce que le référendum interviendra d'ici 2018, la prochaine élection provinciale n'est pas avant 2019. Donc il n'y a aucune raison de lier ces deux affaires. Tout ça, c'est de l'enfumage, et je pense que l'UC joue un jeu dangereux, et là, n'est pas dans un rôle de signataire responsable. L'UC est l'un des signataires de l'accord de Nouméa qui régit la vie politique calédonienne depuis 1998. Ils ont signé ce document. Ce document nous a imposé la création d'une citoyenneté dont le but est d'aller vers un référendum qui sera incontestable. Moi, ce que je leur demande, c'est d'honorer leur signature. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la situation économique, des positions que défend Thierry Corneille, c'est-à-dire réduire les dépenses de l'État, des institutions. On a parlé de la clé de répartition. Est-ce qu'il faut l'ajuster, cette clé de répartition, ou pas? C'est tout le débat qu'on a eu au Congrès la semaine dernière. Il y a eu, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire et de l'examen de la taxe sur les jeux, des passes d'armes
avec l'UC. J'ai répondu d'ailleurs à Rocco Mitan. Je lui ai expliqué... Sur les flux migratoires. Alors, pourquoi il est légitime aujourd'hui de revoir la clé de répartition? D'abord parce que la loi organique le permet. À l'article 180, au 3/5e, le Congrès peut, s'il le veut, la changer. Ensuite, parce que dans le rééquilibrage, il y a deux aspects. Il y a le rééquilibrage politique. On a créé 2 provinces qui sont aujourd'hui gérées par les indépendantistes. Personne ne remet en question cet héritage historique. Mais il y a le rééquilibrage social. La clé de répartition, le rééquilibrage, c'est d'abord pour les gens. Et aujourd'hui, la situation, c'est que vous avez eu depuis 15-20 ans un exode des populations du Nord et des îles. Prenez le cas de la population scolaire, du premier et du second degré. Elle a diminué dans le Nord et dans les îles, alors qu'elle est passée de 43 000 à 50 000 enfants dans le Sud. Ça, c'est pas l'immigration. C'est simplement qu'il n'y a pas eu le développement économique privé qu'on espérait dans le Nord et dans les îles. Et aujourd'hui, ces populations qui ont des besoins sociaux, qui ont besoin d'enseignants, qui ont besoin de personnel de santé, qui ont besoin d'encadrement social, elles sont dans le Sud. Donc, comme ces compétences sont gérées par les provinces, il faut que la province Sud ait les moyens de les assumer. On va arriver à la fin de cette interview. Vous nous avez dit votre position sur l'article 27. Vous ne souhaitez pas son transfert parce qu'il peut, vous l'avez dit aussi, toucher au corps électoral communal. C'est un peu votre position. Alors, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais vous avez raison. C'est aussi l'une des conditions qui font que pour nous, c'est tout simplement pas discutable. C'est que l'accord de Nouméa prévoit que si on transfère les collectivités locales, le gel du corps électoral, qui touche aujourd'hui plus de 20 000 personnes, au provincial, s'appliquera au municipal. Et ça, pour nous, c'est pas acceptable. Et je l'ai dit à Georges Paul Angevin, vous ne pouvez pas, vous les socialistes en France, vouloir le droit de vote aux étrangers au municipal et accepter qu'en Calédonie, on restreigne le droit de vote à des Français. En conclusion, Philippe Blaise, il y a beaucoup de morosité dans la vie calédonienne aujourd'hui. Vous avez un message pour en sortir rapidement parce qu'on arrive à la fin. Oui, simplement, c'est vrai qu'on vit une période qui est un peu difficile budgétairement, mais moi je voudrais dire aux Calédoniens qu'on a la chance de vivre dans un pays qui est extraordinaire, qui est un pays qui est neuf, un pays qui est jeune, où on peut réussir si on veut travailler. Et il ne faut pas qu'on soit uniquement obsédé par l'avenir institutionnel. Je crois que notre responsabilité à nous, élus loyalistes, dans cette mandature, c'est aussi de redonner aux Calédoniens l'espoir en leur disant que oui, dans ce pays, tout est possible. Merci Philippe Blaise pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.